Le vent glacial s'engouffrait entre les pierres tombales, coupant comme une lame. Alexandre le roi tenait le bouquet de lys blanc avec une telle poigne que ses jointures blanchissaient. Il était 3 heures de l'après-midi en ce mardi maussade, et il était là, une fois de plus, comme chaque mois, exactement comme il l'avait fait sans faute depuis 5 ans. Mais alors qu'il contournait le coin du mausolée de la famille Delacroix, quelque chose le figea. Un homme était à genoux devant la tombe de Clémence. Ce n'était pas une simple visite, il pleurait. Il pleurait avec la détresse de celui qui a perdu quelque chose d'irréparable. Ses épaules tremblaient, sa respiration s'échappait en sanglots saccadés, et dans ses bras, blottis contre sa poitrine, se trouvait une enfant. Alexandre était incapable de bouger. La petite avait tout au plus 3 ans. Des cheveux châtains retombaient en douces vagues sur ses menues épaules. Ses yeux sombres étaient immenses. Ses joues rondes gardaient cette douceur juvénile qui s'efface bien trop vite. D'une main, elle tenait fermement le manteau usé de l'homme. De l'autre, elle touchait son visage, tentant maladroitement d'essuyer ses larmes. « Papa, pleure pas !» Sa voix était un murmure aigu, aussi fragile que du verre. Alexandre sentit son souffle se couper. Ce n'était pas possible, c'était une apparition irréelle. Ce visage, ses yeux, la courbe du nez, la forme exacte des lèvres, même la façon dont elle penchait la tête de côté en parlant. Chaque trait était une réplique parfaite. Clémence. Mais Clémence était morte il y a 5 ans, enterrée là, précisément à cet endroit, sous cette dalle de marbre blanc qu'il visitait avec ferveur. Il avait vu le cercueil descendre, il avait entendu la terre s'abattre sur le bois, il avait vécu chaque instant de ses obsèques comme s'il avait été enseveli vivant avec elle. L'homme remarqua enfin la présence d'Alexandre. Il releva son visage mouillé, les yeux rouges et gonflés. Il y avait de la terreur dans ce regard, et autre chose, quelque chose qu'Alexandre n'arrivait pas à identifier. Je ne voulais pas vous déranger, monsieur. » La voix de l'homme était rauque, brisée. Alexandre ne répondit pas. Il en était incapable. Ses yeux étaient rivés sur l'enfant. Elia l'observait maintenant, curieuse, sa tête toujours appuyée sur le torse de son père. « Qui êtes-vous » réussit finalement à prononcer Alexandre, mais sa voix sortit étrange, lointaine, comme si elle appartenait à un autre. L'homme se leva lentement, serrant la fillette avec précaution. « Lucas Morel, je travaille ici. Je suis l'agent d'entretien. » Et elle? Lucas la pressa plus fort contre lui. « Elia, ma fille. » Le silence s'établit lourdement entre eux, tel un jugement. Alexandre regarda la tombe. L'enfant. De nouveau la tombe. Rien n'avait de sens. Pourtant, elle était là, vivante, respirant, bougeant. Le visage de la fille qu'il avait perdue le fixait à travers les yeux d'une totale inconnue. Et Alexandre comprit, avec un frisson parcourant tout son corps, que cela ne pouvait être une coïncidence. Quelque chose n'allait pas du tout, ou allait terriblement bien. Il ne savait juste pas quelle option était la plus effrayante. 5 ans auparavant, Alexandre le roi était un homme différent. Pas dans le fond, peut-être. Mais en apparence, assurément. Il avait la quarantaine bien tassée, venait de conclure la plus grosse transaction immobilière de la décennie en Europe. Et son nom était partout. Magazine d'affaires, couverture de journaux financiers, interviews télévisées. Il était le visage de la réussite française. Le mariage avec Sophie avait été une décision stratégique dès le départ. Elle était issue d'une famille parisienne influente, avec des connexions politiques qui lui ouvraient des portes que tout l'argent d'Alexandre n'aurait pu acheter. Elle était magnifique, cultivée, savait exactement comment se tenir lors de dîners mondains et de réunions d'affaires. Le couple parfait, disait-on, mais la perfection a toujours un prix. Sophie n'avait jamais voulu d'enfant. Elle l'avait clairement indiqué depuis leur fiançailles. Les enfants perturbèrent la routine, gênaient les voyages, exigeaient une attention qu'elle n'était pas disposée à donner. Alexandre était d'accord à l'époque. Lui non plus ne voyait pas d'espace pour la paternité au milieu de ses engagements incessants. Ils prenaient donc leurs précautions, jusqu'à ce que les précautions échouent. Clémence naquit un matin pluvieux d'avril. Alexandre était à Dubaï,
finalisant un contrat pour la construction d'un complexe hôtelier. Il apprit la nouvelle par téléphone, en pleine réunion avec des investisseurs arabes. Il promit de revenir vite. Il revint 3 semaines plus tard. Quand il prit sa fille dans ses bras pour la première fois, elle avait près d'1 mois. Ses yeux sombres l'observèrent avec une intensité qu'il n'attendait pas d'un être si petit. Clémence ne pleura pas. Elle le regarda, simplement, comme si elle essayait de mémoriser le visage du père qui n'était pas là lorsqu'elle était venue au monde. Sophie géra la maternité comme elle gérait tout le reste. Avec une froide efficacité, elle engagea des nourrices, des infirmières, une équipe complète. Clémence ne manquait de rien matériellement. De rien, sauf de la présence de ses parents. Alexandre voyageait plus de 20 jours par mois. Sophie passait ses après-midi à des déjeuners de charité, ses week-ends dans des spas, ses soirées à des événements sociaux. Clémence grandissait entourée d'étrangers payés pour l'aimer. Mais elle était une enfant exceptionnelle. Même à 3 ans, elle dégageait une douceur qui s'opposait à la froideur de son environnement. Elle souriait aux employés de maison, dessinait des fleurs et des cœurs, partageait ses jouets avec d'autres enfants au parc. Une fois, lors d'un de leurs rares dîners de famille, Clémence demanda pourquoi maman et papa ne riaient jamais. Alexandre ne sut que répondre. Puis vint le diagnostic. Leucémie lymphoblastique aiguë. Les mots tombèrent de la bouche du médecin comme des balles. Clémence avait 3 ans et 2 mois. Les chances de survie avec un traitement intensif étaient de 60%. Sans traitement, elle n'aurait que quelques mois. Ce fut la première fois qu'Alexandre vit Sophie pleurer. Mais ce n'étaient pas les larmes d'une mère désespérée. C'étaient les larmes de quelqu'un qui avait perdu la maîtrise d'une situation. Quelque chose qu'elle ne pouvait acheter, négocier ou déléguer. Alexandre se jura de changer. Il promit d'être là. Il annula des réunions, reporta des voyages. Durant les premières semaines de traitement, il était présent chaque jour. Il tenait la main de Clémence pendant les séances de chimiothérapie. Il lui lisait des histoires lorsque la nausée était si forte qu'elle parvenait à peine à garder les yeux ouverts. Il dormait sur une chaise inconfortable, près du lit d'hôpital. Mais les promesses sont aisées à faire et difficiles à tenir. 1 mois plus tard, un investisseur majeur menaça de retirer le financement d'un projet de plusieurs milliards. Alexandre dut se rendre à New York en urgence. « Juste 2 jours, promit-il à Clémence. Papa revient vite. » 2 jours devinrent 4, puis 1 semaine, puis 2. Il appelait tous les jours, discutait avec les médecins, envoyait des cadeaux onéreux que Clémence n'avait guère l'énergie d'ouvrir. Mais il n'était pas là, jamais là. Sophie gérait la maladie de sa fille comme elle gérait les problèmes en général, en maintenant une distance émotionnelle. Elle visitait l'hôpital, mais ne restait jamais très longtemps. Elle disait que les hôpitaux la rendaient anxieuse. Alexandre pensait qu'elle ne savait tout simplement pas gérer la possibilité de la perte. Alors, elle préférait ne pas s'attacher. Clémence ne se plaignit jamais, ni lorsque la chimiothérapie fit tomber ses cheveux, ni lorsque les aiguilles transperçaient ses petites veines jour après jour, ni lorsque son père promettait d'être là et ne venait pas. Elle demandait seulement « Papa vient aujourd'hui ?» et les infirmières devaient inventer des excuses. La fin arriva plus vite que quiconque ne l'avait anticipé. Le corps de Clémence ne répondit pas au traitement comme il aurait dû. Une infection opportuniste attaqua son système immunitaire déjà ravagé. En 48 heures, elle était dans un état critique. Alexandre était à Londres lorsqu'il reçut l'appel. La voix de la doctoresse était douce mais directe. « Monsieur le roi, vous devez venir immédiatement. Il ne reste plus de temps. » Il prit le premier vol. 8 heures jusqu'à Paris. Plus 1 heure de circulation pour rejoindre l'hôpital. Il courut dans les couloirs, monta les escaliers parce que l'ascenseur tardait. Il arriva dans la chambre à 11h47, un jeudi matin. Clémence était décédée à 11h12, 35 minutes, juste cela. 35 minutes entre lui et l'opportunité de lui dire au revoir, de lui dire qu'il l'aimait, de demander pardon pour toutes les fois où il n'avait pas été là.
Elle mourut seule, avec juste une infirmière lui tenant la main, lui murmurant que tout allait bien, qu'elle pouvait se reposer à présent. Alexandre entra dans la pièce et vit le petit corps couvert d'un drap blanc. Sophie était dans un coin, les yeux secs, le visage pâle. Elle le regarda et dit simplement « Trop tard ». Ce furent les 2 mots les plus véridiques qu'il ait jamais entendus. Les obsèques furent un mélange de douleur véritable et de théâtre social. Des centaines de personnes se présentèrent. Beaucoup ne connaissaient même pas le prénom de Clémence avant qu'elle ne meure. Alexandre se tint debout à côté du petit cercueil, vêtu de noir, recevant des condoléances insipides de gens qui s'en moquaient. La culpabilité était une chose vivante en lui. Elle lui dévorait l'estomac, lui serrait la poitrine. Elle lui chuchotait à l'oreille durant la nuit. Tu avais une fille et tu l'as traitée comme une obligation secondaire. Tu avais du temps et tu as choisi de le dépenser en réunion. Tu avais de l'amour à offrir et tu l'as gardé pour personne. Le mariage ne survécut pas à la perte. Sophie blâmait Alexandre. Alexandre blâmait Sophie. Tous deux se blâmaient eux-mêmes, mais ne savaient pas le dire à voix haute. Alors ils criaient, cassaient des objets, dormaient dans des chambres séparées, jusqu'à ce qu'un avocat remette les papiers du divorce et que tout s'achève. C'était il y a 3 ans. Depuis, Alexandre vivait tel un fantôme. Il vendit la majorité de ses entreprises. Il ne garda que ce qu'il fallait pour ne pas avoir à travailler. Il habitait seul dans un manoir ridiculement vaste, et chaque mois, sans faute, il visitait la tombe de sa fille. Non pas parce qu'il croyait qu'elle était là, non pas parce qu'il pensait que cela importait, mais parce que c'était la seule façon de ne pas oublier complètement comment ressentir quoi que ce soit, jusqu'à ce mardi après-midi, jusqu'à voir cet homme pleurer, jusqu'à voir cet enfant qui ne devait pas exister, mais qui existait. Et maintenant, immobile dans le cimetière, regardant Lucas et Elia, Alexandre réalisa quelque chose qui l'horrifia. Pour la première fois en 5 ans, il ressentait plus que de la culpabilité. Il ressentait de la curiosité. Il ressentait de la peur. Il ressentait de l'espoir. Et il ne savait pas quel sentiment était le plus dangereux. Pourquoi prenez-vous soin de cette tombe? La question sortit plus agressivement qu'Alexandre ne l'avait voulu. Lucas recula d'1 pas, protégeant instinctivement Elia contre sa poitrine. La petite regarda Alexandre avec une curiosité mêlée de crainte. « Je m'occupe de toutes les tombes, monsieur. C'est mon travail. »« Non !» Alexandre désigna la stèle de Clémence. « Cette tombe-là. Pourquoi pleuriez-vous ici? Pourquoi avez-vous amené votre fille ?» Lucas ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ses yeux bougèrent nerveusement, cherchant une échappatoire. Alexandre fit un pas en avant, bloquant le chemin. « Je pose une question simple, et vous agissez comme si vous cachiez quelque chose. Je vais donc la reposer. Qui êtes-vous et que voulez-vous de ma fille ?»« Votre fille est morte, monsieur. » Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Alexandre eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing. La vérité était brutale lorsqu'elle était prononcée ainsi, sans détour, sans pitié. « Je sais qu'elle est morte, » dit Alexandre, d'une voix basse et dangereuse. « Je demandais ce que vous vouliez de sa tombe. » Lucas ajusta Elia dans ses bras. La fillette avait commencé à gémir doucement, sentant la tension dans l'air. « Elia, ça va aller, » lui murmura-t-il, embrassant le sommet de sa tête. Puis il regarda Alexandre. « Je m'appelle Lucas Morel. Je travaille ici depuis 8 ans. Votre fille, Clémence, elle a été spéciale pour moi. Vous l'avez connue ?» L'hésitation dans la réponse de Lucas fut comme un aveu. « Oui. Comment ? Je travaillais à l'hôpital, comme agent d'entretien sous-traitant. J'étais là pendant son traitement. » Alexandre sentit le monde s'incliner légèrement. « Vous travaillez à l'hôpital Saint-Louis ?»« Oui, monsieur. De nuit, principalement. Je nettoyais les couloirs, les chambres, les salles de traitement. Et vous avez vu ma fille ? J'ai vu beaucoup d'enfants, monsieur. Mais Clémence, elle était différente. » « Différente comment ?» Lucas regarda la tombe, puis de nouveau Alexandre. Elle souriait, même quand elle souffrait, même quand elle avait perdu ses cheveux et qu'elle parvenait à peine à se tenir debout. Elle souriait aux infirmières, aux médecins, à moi quand j'entrais nettoyer sa chambre en pleine nuit.
Alexandre n'arrivait plus à respirer correctement. Quand était-ce? Durant les 3 derniers mois de sa vie, j'étais là presque toutes les nuits. Pourquoi ne vous ai-je jamais vu? Vous n'étiez pas là, monsieur. Les mots sortirent doucement, mais portaient un poids brutal. Vous veniez l'après-midi parfois, je travaillais la nuit, mais je voyais les infirmières parler. J'entendais Clémence demander quand papa reviendrait. Alexandre ferma les yeux. La culpabilité était une plaie qui ne cicatrisait jamais. Elle se rouvrait toujours plus profondément. Continuez. Lucas serra Elia contre lui. Je traversais le pire moment de ma vie à cette époque. Mon épouse, Marie, était internée dans le même hôpital. Complications de grossesse. Les médecins disaient qu'elle risquait de ne pas survivre. Et si elle survivait, le bébé probablement non. Je travaillais 16 heures par jour pour payer les factures médicales. Je ne dormais pas. Je ne mangeais pas correctement. J'étais épuisé. La voix de Lucas se brisa. Il s'arrêta, prit une profonde inspiration et continua. Une nuit, je suis entré dans la chambre de Clémence pour faire le ménage. Il devait être 3 heures du matin. Je pensais qu'elle dormait, mais quand j'ai commencé à passer la serpillière, j'ai entendu sa voix. Vous êtes triste. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Je me suis retourné et elle était assise sur le lit, me regardant avec ses yeux sombres et immenses. J'ai dit que tout allait bien, qu'elle devait dormir. Mais elle a secoué la tête. Vous êtes triste de la même façon que moi. Je suis triste quand papa ne vient pas. Alexandre sentit quelque chose se déchirer dans sa poitrine. Je ne savais pas quoi répondre à une enfant de 3 ans qui était en train de mourir. Alors je suis resté là, debout, tenant cette serpillière sale, essayant de ne pas pleurer. Et puis elle a pris l'ours en peluche qui était sur son lit. Il était rose, avec un ruban bleu autour du cou. Et elle me l'a tendu. « Tiens, a-t-elle dit, pour que tu ne sois pas triste. » J'ai dit que je ne pouvais pas, qu'il était à elle, mais elle a insisté. Quand on est triste, on a besoin d'un ami. C'est mon ami. Maintenant, il sera ton ami aussi. Lucas retira une main de sous Elia et la glissa dans la poche de son manteau. Quand il la ressortit, il tenait un petit ours, usé, avec un ruban bleu délavé. Alexandre le reconnut immédiatement. Il avait acheté cet ours à Clémence lors d'un voyage à Paris. « Elle me l'a donné », dit Lucas, la voix épaissie par l'émotion. Une enfant qui mourait d'un cancer, qui avait à peine la force de rester éveillée, m'a donné le seul jouet qu'elle avait sur son lit parce qu'elle pensait que j'en avais plus besoin qu'elle. Mon Dieu. 2 semaines plus tard, mon épouse a accouché. Elia est née prématurée mais vivante. Marie a survécu à l'opération. J'ai cru que j'avais reçu un miracle. Puis, 3 jours après, j'ai appris que Clémence était morte. Et 2 semaines après ça, Marie a eu une infection postpartum. Les médecins ont tout tenté. Elle est morte dans mes bras. Elia se mit à pleurer pour de bon à présent. Lucas la berça doucement, lui fredonnant une chanson jusqu'à ce qu'elle se calme. Je suis resté avec Elia, un bébé prématuré qui nécessitait des soins constants et un père qui arrivait à peine à garder les yeux ouverts. J'ai perdu mon emploi à l'hôpital parce que j'étais trop souvent absent. Je suis resté des mois sans travailler. Quand j'ai enfin trouvé ce poste ici, au cimetière, j'ai découvert où Clémence était enterrée. Et depuis, je viens ici. Je prends soin de sa tombe comme si elle faisait partie de ma famille. Parce que d'une certaine manière, elle a sauvé ma fille. Elle m'a donné de l'espoir quand je n'en avais plus aucun. Et je lui devais ça. Alexandre tremblait. Il ne savait pas si c'était à cause de l'émotion, de la colère ou d'un sentiment qu'il ne pouvait nommer. Cela n'explique pas pourquoi votre fille est identique à la mienne. Lucas fronça les sourcils. De quoi parlez-vous? Regardez-la, Lucas. Regardez Elia et dites-moi que vous ne voyez pas. Lucas regarda sa fille dans ses bras, puis la photo sur la stèle de Clémence. Ses yeux s'écarquillèrent lentement. Je n'avais jamais remarqué. Comment n'avez-vous pas remarqué? Elles sont identiques. Chaque trait, chaque détail. Comme si c'était la même personne. Monsieur, je ne sais pas ce que... Vous avez travaillé à l'hôpital, vous aviez accès aux chambres, vous aviez accès au laboratoire, vous aviez accès à tout. Alexandre parlait plus fort maintenant, la paranoïa prenant le dessus. Qu'avez-vous fait? Que cachez-vous?
Je ne cache rien. Lucas aussi éleva la voix. Elia se remit à pleurer. Je suis agent d'entretien, un homme de ménage. Pensez-vous que j'ai les connaissances ou les ressources pour faire ce que vous insinuez? Alors comment expliquez-vous cela? Je ne l'explique pas, c'est une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. Alexandre était à quelques centimètres de Lucas maintenant. C'est impossible, et je vais découvrir ce que vous dissimulez. Je vais découvrir la vérité. Lucas recula d'un pas, les yeux écarquillés. Monsieur, je vous en prie, je suis seulement venu ici pour remercier. Elia est malade. Elle a un problème cardiaque. Elle a besoin d'une chirurgie coûteuse que je ne peux pas payer. J'étais venu chercher de la force, demander un miracle, comme celui que Clémence m'a offert un jour. Alexandre s'arrêta. Elle est malade? Les médecins disent qu'elle a au maximum 6 mois sans l'opération, et je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas d'assurance maladie. Je n'ai rien à part un salaire qui paie à peine le loyer. Quelque chose changea dans l'atmosphère entre eux. Alexandre regarda Elia, qui le fixait avec ses yeux sombres si familiers, si impossibles. « Combien coûte l'opération? Monsieur? Combien coûte-t-elle » Lucas déglutit. 150 000 €. Mais je ne vous demande pas. Je vais payer. Le silence fut total. Monsieur, je ne peux pas accepter. Vous allez accepter. Et en échange, vous me laisserez découvrir la vérité. Sur qui vous êtes réellement. Sur d'où vient Elia. Sur pourquoi elle a le visage de ma fille décédée. Lucas ouvrit la bouche pour protester, mais Alexandre sortait déjà son téléphone de sa poche. Demain matin, mon avocat vous contactera. Nous prendrons rendez-vous avec les médecins, ferons les examens, planifierons la chirurgie. Et pendant ce temps, vous me raconterez tout, chaque détail, chaque seconde. Car une chose est certaine, les coïncidences n'existent pas. Et tandis qu'Alexandre composait un numéro, il ne vit pas l'expression de terreur qui traversa le visage de Lucas, ni la façon dont l'homme serra Elia un peu plus fort, comme s'il craignait qu'on la lui enlève. Car Lucas savait quelque chose qu'Alexandre n'avait pas encore découvert, et quand la vérité éclaterait, rien ne serait plus comme avant. 3 jours plus tard, Alexandre était assis dans une salle d'attente de la clinique Les Oliviers. Ce n'était pas le même hôpital où Clémence était morte. Il y avait veillé, il ne voulait pas revivre ses couloirs, ses odeurs, ses souvenirs. Lucas était à ses côtés, avec Elia sur ses genoux. La fillette jouait avec un cheval à bascule en peluche qu'Alexandre avait acheté en chemin. Elle le faisait galoper dans les airs, imitant le bruit du trot avec sa bouche. « Elia Morel » appela une infirmière depuis la porte. Lucas se leva, mais Alexandre aussi. « Puis-je venir » Lucas hésita, puis acquiesça. La consultation avec le docteur Fournier dura près de 2 heures. Examen, questions, explications techniques sur les valvules cardiaques, le flux sanguin, les risques chirurgicaux. Alexandre écouta chaque mot comme s'il était à une réunion d'affaires. Il posait des questions, prenait des notes mentales, exigeait des réponses claires. Lucas se contentait de tenir la main d'Elia et essayait de ne pas pleurer. Lorsque le médecin annonça que l'opération avait 85% de chances de succès, Lucas respira de soulagement. Mais lorsqu'il ajouta que sans elle, Elia n'aurait que 4 mois au maximum, il s'effondra. Alexandre lui posa la main sur l'épaule. C'était un petit geste, instinctif, mais il signifia quelque chose. Dans les jours qui suivirent, Alexandre se surprit à faire des choses qu'il n'avait pas faites depuis des années. Il appelait Lucas tous les matins pour savoir comment Elia avait passé la nuit. Il leur envoyait des repas préparés par un chef privé à leur domicile. Il envoyait des jouets, des livres pour enfants, des vêtements neufs. Lucas refusait tout au début. « Monsieur, vous payez déjà l'opération, c'est trop. » « Ce n'est pas trop, c'est le minimum. » 1 semaine après les examens, Alexandre se présenta au cimetière en milieu de journée. Lucas nettoyait une tombe près de celle de Clémence. Elia était assise sur l'herbe, dessinant avec des crayons de cire dans un vieux cahier. « Tonton Alex !» cria-t-elle en le voyant, se levant et courant vers lui. Alexandre s'accroupit et la prit dans ses bras. Elle ne pesait presque rien. Elle était si fragile qu'il eut peur de la serrer trop fort. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demanda-t-il.
Un cœur. Regarde. » Elle lui montra le dessin. Il était rouge et tordu, mais sans équivoque un cœur. « C'est mon cœur. Le docteur a dit qu'il est malade, mais je l'ai dessiné heureux parce que tu vas le réparer. » Alexandre sentit une boule dans sa gorge. « Je le ferai, Elia. Je le promets. Comme tu as réparé papa. » Alexandre regarda Lucas, confus. Lucas sourit maladroitement. « Elle pense que vous m'avez réparé parce que j'ai arrêté de pleurer autant. »« Et vous avez arrêté ?»« Un peu. » Lucas retourna frotter la stèle. « C'est difficile de ne pas espérer quand quelqu'un apparaît de nulle part et offre un miracle. » Alexandre déposa Elia et s'approcha. « Puis-je aider ? » ?»« Monsieur, vous n'êtes pas obligé. Je le veux. » Lucas lui tendit un chiffon. Ils travaillèrent côte à côte en silence pendant quelques minutes. Le soleil était chaud, mais une légère brise rendait la chaleur supportable. Elia fredonnait une chanson d'enfant en dessinant. « Elle est tout pour moi, » dit Lucas soudain. « Quand Marie est morte, j'ai songé à tout laisser tomber. Tout. Elia avait 2 mois. Elle pleurait toute la nuit. Je ne savais pas comment changer une couche correctement. Je ne savais pas préparer un biberon à la bonne température. Je ne savais rien être père. Et comment avez-vous appris ? En faisant beaucoup d'erreurs. Mais il y avait une infirmière à l'hôpital, Madame Catherine, qui a eu pitié de moi. Elle m'a appris les bases. Elle m'a dit que je découvrirais le reste en cours de route. Et j'ai découvert. » Lucas s'arrêta de nettoyer et regarda Elia. « Elle m'a sauvé autant que je l'ai sauvé. Elle m'a donné une raison de me lever chaque jour, une raison de ne pas baisser les bras quand l'argent manquait, une raison de croire que la vie valait encore la peine. » Alexandre ne dit rien. Il continua simplement à nettoyer. « Puis-je vous poser une question, monsieur ? » ?»« Oui. »« Pourquoi faites-vous cela ? Vraiment ? Ce n'est pas seulement à cause de la ressemblance avec Clémence. Il y a autre chose. » Alexandre s'arrêta. Il regarda la tombe de sa fille, puis Elia, puis Lucas. « Parce que vous êtes le père que je n'ai jamais été, » dit-il, la voix basse. « Vous travaillez 16 heures par jour, dans un emploi qui paie à peine le nécessaire. Vous dormez 4 heures par nuit. Vous n'avez pas d'argent pour une nourriture décente. Mais vous aimez cette petite fille avec chaque cellule de votre corps. J'avais tout, de l'argent infini, du temps que j'aurais pu utiliser. Une fille qui avait besoin de moi. Et j'ai choisi les réunions. J'ai choisi les contrats. J'ai choisi tout sauf elle. » Lucas resta silencieux un long moment, puis il dit « Vous pouvez encore choisir différemment maintenant. Elle est morte, Lucas. Mais Elia ne l'est pas. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une promesse ou une malédiction. Ce soir-là, Alexandre dîna avec Lucas et Elia dans leur petit appartement. C'était un endroit minuscule, avec des infiltrations au plafond et de vieux meubles. Mais il était propre, rangé, rempli de dessins d'Elia punaisés au mur. Ils mangèrent du riz, des haricots et du poulet grillé que Lucas avait préparé. Elia s'assit sur les genoux d'Alexandre et lui demanda de raconter des histoires. Il n'en connaissait pas beaucoup. Alors il en inventa une sur un cheval magique qui volait dans le ciel. Après le dîner, pendant que Lucas faisait la vaisselle, Elia s'assoupit sur le canapé, la tête sur l'épaule d'Alexandre. Il regarda ce visage si familier et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 5 ans. La paix, mais aussi la peur, parce qu'il s'attachait. Il commençait à aimer cet enfant qui n'était pas la sienne. Il commençait à sentir qu'il avait une seconde chance. Et les secondes chances avaient toujours un prix. « Monsieur », appela Lucas depuis la cuisine, « puis-je vous dire quelque chose ?»« Bien sûr. » Lucas s'essuya les mains et vint dans le salon. Il s'assit sur la vieille chaise en face du canapé. Il avait l'air nerveux. Je ne sais pas exactement comment le dire, mais je suis reconnaissant pour ce que vous faites, pour l'opération, pour l'attention, pour tout. Mais il s'arrêta, choisissant ses mots avec soin. Vous ne pouvez pas remplacer ce que vous avez perdu à travers Elia. Elle n'est pas Clémence. J'ai peur que lorsque vous vous en rendrez compte, vous partiez, et elle souffrira. Et je ne peux pas laisser ma fille souffrir à nouveau. Alexandre regarda Elia dormir, les cheveux châtains retombant sur son visage, la respiration légère, les petites mains fermées en poing lâche. « Vous avez raison, dit-il finalement.
Elle n'est pas Clémence, mais peut-être que je n'essaie pas de remplacer quoi que ce soit. Peut-être que j'essaie juste d'être la personne que j'aurais dû être il y a 5 ans. Lucas hocha lentement la tête, mais l'inquiétude ne quitta pas ses yeux. Et plus tard, alors qu'Alexandre rentrait chez lui en voiture, il reçut un message du détective privé qu'il avait engagé quelques jours plus tôt. « J'ai besoin de vous montrer quelque chose d'urgent. J'ai trouvé des dossiers qui n'ont aucun sens. Appelez-moi dès que possible. » Alexandre regarda son téléphone. Puis la route sombre devant lui. Il pouvait ignorer le message. Il pouvait oublier toute l'enquête. Il pouvait simplement accepter la coïncidence impossible et aller de l'avant, aidant Elia et construisant quelque chose de nouveau avec Lucas. Mais il n'était pas ce genre de personne. Il ne l'avait jamais été. Alors il composa le numéro du détective, et lorsque Marc Dubois répondit et dit « Alexandre, vous devez vous asseoir avant d'entendre ça », il sut que rien ne serait plus simple, que la vérité était sur le point de tout détruire, et que la paix qu'il avait ressentie pendant quelques jours n'était que le silence avant la tempête. Marc Dubois avait la 50aine bien sonnée et 25 ans d'expérience comme détective privé. Alexandre le recrutait depuis des années pour vérifier les antécédents de partenaires d'affaires, enquêter sur les fraudes d'entreprises, trouver des informations que d'autres ne parvenaient pas à obtenir. Marc n'avait jamais failli, jamais paru ébranlé. Mais quand Alexandre arriva à son bureau ce matin-là, Marc était pâle. « Vous m'avez demandé d'enquêter sur Lucas Morel », commença Marc, poussant un épais dossier sur le bureau. « Et je l'ai fait. Tout est clair. Agent d'entretien depuis 8 ans. Avant cela, homme de ménage à l'hôpital Saint-Louis. Veuf. Aucun casier judiciaire. Aucune dette suspecte. Il est exactement celui qu'il prétend être. Alors pourquoi me regardez-vous comme si vous aviez vu un fantôme ?» Marc inspira profondément. « Parce qu'en enquêtant sur lui, j'ai trouvé quelque chose sur votre fille, sur Clémence. » Alexandre sentit son sang se glacer. « Quoi ? Le protocole hospitalier exige que les échantillons de tissus des patients en oncologie soient conservés. ADN, biopsie, tout, c'est la norme. J'ai donc récupéré le dossier médical complet de Clémence, et j'ai trouvé une incohérence. » Quel genre d'incohérence ? Marc ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents médicaux, des formulaires, des résultats d'analyse. Pendant le traitement de Clémence, de multiples tests de compatibilité ont été effectués pour une greffe de moelle osseuse. C'est une procédure courante dans les cas de leucémie lorsque le traitement conventionnel ne fonctionne pas. Je le sais. Ils m'ont testé, moi et Sophie. Aucun de nous n'était compatible. Exactement. Marc désigna un document précis. Voici le résultat de votre test, incompatible. Voici celui de Sophie, également incompatible. Mais il y a quelque chose d'étrange. Quoi ? Le résultat de votre test montre une incompatibilité non seulement pour la greffe. Il montre que vous ne pourriez pas être biologiquement le père de Clémence. Le monde s'arrêta. Alexandre fixa le document sans pouvoir assimiler les mots. Ils étaient là, dans un langage technique et froid, indiquant qu'il n'y avait aucune correspondance génétique entre lui et l'enfant qu'il avait appelé sa fille. Ceci ne peut pas être vrai. Triple vérification, Alexandre. J'ai demandé à 3 laboratoires différents d'analyser les données archivées. Tous sont arrivés à la même conclusion. Marc marqua une pause. Clémence n'était pas votre fille biologique. La pièce commença à tourner. Alexandre s'agrippa au bord du bureau pour ne pas tomber. Comment est-ce possible ? Sophie était enceinte. Je l'ai vue. J'étais là quand... Il s'arrêta. Non, je n'étais pas là, j'étais à Dubaï. Exactement. Sophie m'a trompé. Il semble que oui. Alexandre se leva si rapidement que la chaise tomba. Il quitta le bureau sans rien dire de plus. Monta dans sa voiture. Il conduisit sans réfléchir. Et quand il s'en rendit compte, il était devant la résidence où vivait Sophie. Son ex-épouse l'accueillit avec surprise. « Alexandre, que fais-tu ici ?» Il entra sans y être invité. « Nous devons parler. » Sophie ferma la porte, déjà sur la défensive. « À propos de quoi ?»« À propos de Clémence. » Quelque chose changea sur son visage. Une tension presque imperceptible. « Clémence est morte, Alexandre. Nous en avons parlé 1000 fois. Elle n'était pas ma fille.
Le silence fut total. Sophie resta complètement immobile, comme une statue. « Je ne sais pas de quoi tu... »« Ne me mens pas !» cria Alexandre. « J'ai vu les tests ADN, les dossiers de l'hôpital. Clémence n'avait aucune compatibilité génétique avec moi, parce que je n'étais pas son père. Alors dis-moi, à qui était cet enfant ?» Sophie recula, les mains tremblantes. « Alexandre, cela n'a plus d'importance. Elle est partie. Si ça en a parce que j'ai passé 5 ans à me blâmer de ne pas avoir été un bon père pour une enfant qui n'était même pas la mienne. Ça en a parce que tu m'as menti pendant 4 ans. Ça en a parce que tout ce que je croyais savoir de ma vie était un mensonge. Tu veux la vérité ?» explosa Sophie en retour. « Tu veux vraiment savoir? Avant que nous nous marions, j'ai eu une liaison. C'était bref, c'était stupide. Et quand j'ai découvert que j'étais enceinte, le père biologique était déjà parti, rentré en Europe. Plus de contact, plus de retour. J'ai donc choisi de continuer le mariage. J'ai choisi de te laisser croire que c'était ton enfant, parce que c'était plus pratique, parce que tu avais de l'argent, parce que je ne voulais pas être mère célibataire. » Chaque mot était un coup. Alexandre sentit qu'il s'effondrait de l'intérieur. « Tu t'es servi de moi. Nous nous sommes servis l'un de l'autre, Alexandre. Tu me voulais pour le statut de ma famille, je te voulais pour ton argent. Ce mariage a toujours été une transaction. Clémence n'était qu'une complication imprévue. Une complication, c'était une enfant. Et j'ai essayé d'aimer, j'ai essayé d'être mère, mais je ne pouvais pas la regarder sans voir mon erreur, sans voir le mensonge que je vivais. Alors je me suis éloigné. Et tu étais tellement pris par tes affaires que tu n'as même pas remarqué. » Alexandre s'assit sur le canapé, les jambes sans force. Tout était un mensonge. Pas tout. Sa maladie était réelle, sa mort était réelle, la souffrance était réelle. Mais la culpabilité que j'ai portée était basée sur un mensonge. Je croyais avoir échoué en tant que père, mais je n'étais même pas le père au départ. Sophie s'assit à côté de lui, gardant ses distances. « Penses-tu que cela change quelque chose ? Tu l'as quand même élevé pendant 3 ans, tu étais toujours absent, tu as toujours choisi le travail à sa place. Le sang ne change rien à ça. Tu as raison. » Alexandre se leva, la voix éteinte. « Ça ne change rien, ça ne fait qu'empirer les choses, parce que ça signifie que j'ai gaspillé la seule chance que j'avais d'être père, et ce n'était même pas ma chance à gâcher. » Il quitta l'appartement. Sophie n'essaya pas de le retenir. Dans les semaines qui suivirent, Alexandre disparut. Il ne répondait pas aux appels de Lucas. Il ne répondait pas aux messages. Il annula le rendez-vous de suivi d'Elia. Il chargea son avocat d'informer qu'il paierait toujours l'opération, mais qu'il ne s'impliquerait plus personnellement. Lucas se présenta au manoir 3 fois. Alexandre n'ouvrit pas la porte. Jusqu'à ce qu'un soir, 4 semaines après la révélation, Lucas y pénètre de force. Pas littéralement. Mais il sonna à la sonnette pendant 40 minutes, jusqu'à ce qu'Alexandre ouvre juste pour qu'il s'arrête. « Qu'est-ce que tu veux ?» Alexandre était méconnaissable, barbe longue, yeux cernés, odeur d'alcool. « Je veux savoir pourquoi tu nous as abandonnés. » « Je n'ai abandonné personne. Je paie l'opération. Elia demande après toi tous les jours. Où est tonton Alex? Pourquoi il ne vient plus? Que dois-je lui dire? Dis-lui la vérité, que je ne suis personne d'important, que je suis juste un idiot riche qui a cru pouvoir réparer le passé à travers une enfant qui n'est même pas la sienne. Elle n'a jamais été la tienne, Alexandre. Elle a toujours été la mienne. Mais tu étais important pour elle quand même. Et maintenant, tu fais exactement ce que tu as fait à Clémence. Tu abandonnes. » Alexandre explosa. « Tu ne comprends pas. Clémence n'était pas ma fille. Toute ma vie était un mensonge. J'ai passé 5 ans à me blâmer d'avoir échoué avec une enfant qui n'était même pas la mienne. »« Et ça change quelque chose ?» cria Lucas en retour. « Tu vivais avec elle, tu l'as élevée. Le sang ne définit pas la famille, Alexandre. La présence la définit, l'amour la définit. Et tu échoues encore, non pas avec Clémence, mais avec Elia, une enfant vivante qui a besoin de toi. Et tu choisis de sombrer dans l'apitoiement au lieu d'être présent. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que ça fait trop mal. » La voix d'Alexandre se brisa.
Ça fait mal de la regarder et de me souvenir de ce que j'ai perdu. Ça fait mal d'essayer à nouveau et de savoir que je vais échouer. Ça fait mal d'aimer et de savoir que je ne mérite pas d'être aimé en retour. Alors tu es un lâche. Alexandre garda le silence. Tu es un lâche, répéta Lucas, plus doucement cette fois. Tu as peur d'aimer à nouveau parce que ça pourrait mal tourner. Tu as peur d'essayer d'être meilleur parce que tu pourrais ne pas y arriver. Alors, tu choisis de rester seul parce que c'est plus facile, parce que tu n'as rien à risquer. Lucas fit un pas en arrière. L'opération d'Elia est dans 3 semaines. Si tu te présentes, tant mieux. Si tu ne te présentes pas, je saurai quel genre d'homme tu es vraiment. Lucas partit, laissant Alexandre seul dans le manoir vide. Et cette nuit-là, Alexandre rêva de Clémence. Ce n'était pas un cauchemar, c'était un souvenir d'elle à l'hôpital, tenant l'ours en peluche, disant à l'agent d'entretien inconnu « Quand on est triste, on a besoin d'un ami ». Quand il se réveilla, le soleil se levait. Et Alexandre réalisa quelque chose qui l'effraya et le libéra à la fois. Peut-être ne pouvait-il pas changer le passé, mais il avait encore le temps de choisir l'avenir. La question était, aurait-il le courage? Alexandre cessa de compter les jours après la 2e semaine. Était-ce la 3e? Peu importait. Le temps n'avait plus de signification. Le manoir était sombre même en pleine journée. Tous les rideaux tirés, toutes les lumières éteintes. Il se déplaçait dans les pièces comme un fantôme, évitant les miroirs parce qu'il ne voulait pas voir ce qu'il était devenu. Les bouteilles de whisky s'accumulaient. D'abord, 1 par nuit, puis 2. Puis il cessa de compter cela aussi. Le téléphone sonnait constamment. Avocats, partenaires d'affaires, des gens qui voulaient quelque chose de lui. Alexandre répondait juste pour raccrocher aussitôt, sauf quand c'était Lucas. Là, il ne répondait même pas. Les mauvaises nuits, il restait assis dans la chambre de Clémence. C'était la seule pièce du manoir qu'il n'avait jamais changée après sa mort. Les jouets étaient toujours sur les étagères. Les livres d'enfants empilés à côté du petit lit que personne n'utilisait plus. Les murs toujours peints en rose clair avec des nuages blancs. Sauf que maintenant, il savait. Rien de tout cela n'était à lui. Clémence n'avait jamais été à lui. Cette chambre était un monument à un mensonge. Une nuit, il prit un des livres d'histoire. La princesse et le dragon. Clémence l'adorait. Elle avait demandé à Alexandre de le lire des dizaines de fois. Il disait toujours qu'il était occupé, qu'il lirait plus tard, que demain, sûrement demain. Le demain n'arriva jamais. Alexandre jeta le livre contre le mur avec une telle force que le dos se brisa. Son avocat se présenta le 5e jour, ou peut-être le 7e. Il frappa à la porte jusqu'à ce qu'Alexandre ouvre. « Tu as l'air horrible », fut la première chose que dit Roberto. « Merci. Tu peux t'en aller maintenant. »« Je ne peux pas. J'ai des documents qui nécessitent ta signature. L'opération de l'enfant est prévue dans 1 semaine. L'hôpital attend le virement final. Alors vire l'argent. J'ai besoin de ton autorisation. » Alexandre prit le stylo et signa sans lire. « Voilà. Maintenant, va-t'en. » Roberto ne bougea pas. « Alexandre, je te connais depuis 15 ans. Je t'ai vu bâtir un empire à partir de rien. Je t'ai vu négocier avec des milliardaires, des politiciens, des criminels. Je ne t'ai jamais vu abandonner quoi que ce soit, jusqu'à présent. Félicitations. Tu assistes à un moment historique. Cet enfant va subir une opération à cœur ouvert et tu ne vas même pas te présenter. Je ne suis personne pour elle. Je suis un étranger riche qui a payé une facture. Elle a son père. Elle n'a pas besoin de moi. Tu y crois vraiment ?» Alexandre ne répondit pas. Roberto laissa les documents sur la table et partit. Les jours s'étirèrent. Alexandre cessa de bien manger, cessa de dormir à des heures normales. Il passait les nuits éveillées, regardant le vide à la télévision, pensant à tout et à rien en même temps. La culpabilité était une créature vivante. Elle avait des tentacules qui atteignaient chaque coin de son esprit. Tu as échoué avec Clémence. Tu as été trahi et trop stupide pour t'en rendre compte. Tu échoues avec Elia maintenant. Tu es exactement ce que Lucas a dit. Un lâche. Le matin de l'opération, Alexandre se réveilla sur le canapé du salon avec une bouteille vide à la main et la télévision toujours allumée. L'horloge indiquait 6h47.
L'opération était prévue à 8h. Il pouvait y aller. Il était encore temps. Mais ses pieds ne bougèrent pas. Pourquoi le devrait-il? Elia avait Lucas. Elle avait les médecins. Elle avait tout ce dont elle avait besoin. Alexandre n'était qu'un observateur de plus. Un autre riche, avec un complexe de sauveur, jetant de l'argent sur les problèmes pour se sentir mieux. Alors, il resta sur le canapé, et il attendit. À 8h30, il imagina les médecins faisant la première incision. À 9h15, il imagina le petit cœur d'Elia exposé, vulnérable, réparé par des mains expertes. À 10h40, le téléphone sonna. C'était Lucas. Alexandre répondit sans réfléchir. « Elle est vivante !» La voix de Lucas était brisée, mais il y avait du soulagement. L'opération a réussi. Elle est vivante. Alexandre n'arrivait pas à parler. « Tu n'es pas venu. » Ce n'était pas une question. C'était une déclaration. Et il y avait quelque chose de bien pire que la colère dans la voix de Lucas. Il y avait de la déception. Elia a demandé après toi avant d'entrer. « Où est tonton Alex ?» C'est la dernière chose qu'elle a dite avant de s'endormir, et je n'ai pas su quoi répondre. Lucas, non, ne dis rien. J'ai compris. Tu as fait ce que tu pouvais. Tu as payé l'opération. Et je te suis reconnaissant. Mais tu n'es pas celui que je croyais, et je suis content qu'Elia le découvre maintenant, tant qu'elle est encore petite et peut oublier, plutôt que dans quelques années quand ça ferait plus mal. Attends. Mais Lucas avait déjà raccroché. Alexandre regarda le téléphone pendant un long moment. Puis, il regarda autour de lui. Le manoir immense et vide, les bouteilles éparpillées, sa propre vie qu'il avait construite et qui ressemblait maintenant à une prison. Qu'avait-il, après tout? De l'argent, beaucoup d'argent. Assez d'argent pour payer des opérations, pour acheter des voitures, des maisons, tout. Mais pourquoi faire? Il n'avait personne, il n'avait pas de but. Il n'avait rien d'autre que la culpabilité et la solitude. Clémence était morte il y a 5 ans et il continuait de mourir avec elle. Un peu plus chaque jour, un peu plus à chaque choix de ne pas vivre. Son téléphone sonna à nouveau. Numéro inconnu. Il faillit ne pas répondre. Mais quelque chose le poussa à appuyer sur le bouton vert. Alexandre le Roi? Oui, c'est l'hôpital Saint-Louis. Nous essayons de vous joindre depuis des jours. C'est au sujet des dossiers médicaux que vous avez demandé. Ceux des archives d'il y a 5 ans. Alexandre l'avait complètement oublié. Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons trouvé quelques incohérences dans les dossiers, des divergences importantes. La directrice aimerait vous parler en personne. Serait-il possible que vous veniez ici? Quel genre de divergence? Nous préférons ne pas en discuter par téléphone, monsieur, mais cela concerne la patiente Clémence le Roi. Et aussi, cela concerne une autre enfant, une qui est née à la même période. Les dossiers ont été mélangés d'une manière ou d'une autre, et il y a des informations qui ne correspondent pas. Le sang d'Alexandre se glaça. Quel autre enfant? Une petite fille nommée Elia Morel. Née prématurément, 2 mois avant terme, dans la même aile où Clémence était hospitalisée. Et monsieur, il y a quelque chose dans les dossiers de naissance que vous devez voir en personne, quelque chose qui pourrait tout changer. Alexandre était debout, avant même de s'en rendre compte. « Je serai là dans 30 minutes. » Il raccrocha, les mains tremblantes. Soudain, toute la brume d'alcool et d'apitoiement s'évapora. Car s'il y avait une chose qu'Alexandre le Roi savait faire, c'était résoudre les problèmes quand il avait suffisamment d'informations. Et maintenant, enfin, il était peut-être sur le point de découvrir la vérité qui expliquait tout. La vérité sur Elia. La vérité sur cette ressemblance impossible. La vérité qui pourrait le détruire complètement ou le sauver de lui-même. Et pour la première fois depuis des semaines, Alexandre ressentit autre chose que du désespoir. Il ressentit de la peur. Car plus vous vous rapprochez de la vérité, plus elle peut être effrayante. Alexandre entra à l'hôpital Saint-Louis pour la première fois depuis 5 ans. L'odeur était la même. Désinfectant, peur et mort déguisés en espoir. Chaque pas dans les couloirs était un coup de poignard dans la mémoire. La directrice administrative, la docteure Isabelle Girard, l'attendait dans une salle de réunion au 3e étage.
C'était une femme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux gris tirés en un chignon serré, les yeux fatigués de ceux qui ont trop vu. « Monsieur le roi, merci d'être venu si vite. » Elle lui désigna une chaise. La table était couverte de dossiers, de documents, de formulaires jaunis par le temps. Vous avez dit qu'il y avait des incohérences dans les dossiers. Quel genre? La docteure Isabelle Girard inspira profondément. Il y a 5 ans, nous avons connu une période chaotique dans cet hôpital. Grève du personnel, système informatique en panne pendant des jours, équipe réduite. Ce fut un cauchemar administratif. Et au milieu de tout cela, 2 situations critiques se sont produites simultanément dans l'aile d'oncologie pédiatrique. Elle ouvrit l'un des dossiers. Alexandre reconnut le nom, Clémence Leroy. Votre fille était en phase terminale. Nous savions tous que c'était une question de jours. Et la même semaine, une employée, sous-traitante, Marie Morel, a été admise d'urgence dans l'aile de maternité. Grave complication de grossesse. Elle était à son 8e mois, mais le bébé était en souffrance. Ils ont dû pratiquer une césarienne d'urgence. Lucas me l'a raconté. Ce que Lucas ne sait pas, la dropper Isabelle Girard fit une pause, choisissant ses mots. Ce que personne ne savait avant que je ne commence à revoir ses archives, c'est que Marie Morel n'était pas seule cette nuit-là. Il y avait une autre patiente dans la même salle d'opération. Une autre césarienne d'urgence se déroulant simultanément. Alexandre sentit son cœur s'accélérer. Qui? Sophie Leroy, votre ex-épouse. Le monde s'arrêta. C'est impossible. Sophie n'était pas enceinte il y a 5 ans. Clémence avait déjà 3 ans. Exactement. La drotteuse. Isabelle Girard ouvrit un autre dossier. Mais les dossiers disent le contraire. Selon les documents que nous avons trouvés, Sophie a été admise à l'hôpital cette nuit-là pour un accouchement prématuré. 7 mois de grossesse. Ce fut une grossesse cachée. Les dossiers montrent qu'elle a utilisé un faux nom pendant les soins prénataux pour éviter l'exposition publique. Alexandre ne pouvait pas assimiler. Vous êtes en train de dire que Sophie a eu un autre enfant pendant que Clémence mourait? Non seulement elle l'a eu. Le bébé est né vivant. Une petite fille en bonne santé, malgré la prématurité. La docteure Isabelle Girard poussa un certificat de naissance sur la table. Alexandre lut le nom, Elia, mais le nom de la mère était raturé, corrigé à la main. Là où quelque chose d'illisible était écrit auparavant, quelqu'un avait surécrit « Marie Morel ». Que s'est-il passé? Le chaos. Le chaos pur. La docteure Isabelle Girard sortit d'autres documents. Les 2 césariennes ont eu lieu dans la même salle, à quelques minutes d'intervalle. Marie Morel a eu une hémorragie grave pendant l'accouchement. Elle a failli mourir sur la table. Pendant ce temps, le bébé de Sophie est né en pleurant, vigoureux, et le bébé de Marie est né dans un état critique. Il ne respirait pas bien. Il est allé directement aux soins intensifs néonatals. Alexandre tremblait. Vous êtes en train de dire qu'il y a eu un échange. Non intentionnel, du moins pas au départ. La dropper Isabelle Girard ouvrit un rapport médical. Dans la confusion, avec le système informatique hors service, les dossiers ont été rédigés à la main. Et quelqu'un a commis une erreur, ou peut-être n'était-ce pas une erreur. Elle posa 2 photos côte à côte sur la table. C'étaient des photos de dossiers, 2 nouveau-nés, identiques aux yeux de quiconque n'était pas un professionnel formé. Quand Marie s'est réveillée de l'anesthésie, quelques jours plus tard, son bébé avait survécu contre toute attente. Elle a cru que c'était sa fille, Lucas aussi, parce que les bracelets d'identification étaient là. Les documents disaient que c'était Elia Morel, et personne n'a posé de questions. Et Sophie? Sophie a quitté l'hôpital 3 jours plus tard, sans le bébé. Selon l'infirmière qui était de garde cette nuit-là, la docteure. Isabelle Girard tourna les pages jusqu'à trouver un témoignage. Sophie a dit qu'elle ne voulait pas de l'enfant, qu'elle allait le donner à l'adoption, mais qu'elle avait besoin de temps pour régler les papiers. L'infirmière a trouvé cela étrange car Sophie semblait soulagée, comme si elle se débarrassait d'un problème. Alexandre eut la nausée. Elle a abandonné son propre enfant. Pas officiellement. Elle a payé toutes les dépenses médicales, mais elle n'est jamais revenue. Et voici la partie la plus troublante.
La docteure Isabelle Girard sortit un dernier document. 2 semaines après la naissance d'Elia, Clémence Leroy est décédée. Le même jour, les dossiers de sortie de l'hôpital d'Elia Morel ont été traités. Lucas a ramené le bébé à la maison, un bébé qu'il croyait être la fille de Marie, mais génétiquement, c'est ma fille. Les mots sortirent d'Alexandre comme une confession, ou une sentence. La docteure Isabelle Girard acquiesça. Nous avons effectué des tests ADN en utilisant le matériel archivé, des échantillons de tissus que nous conservons de tous les patients. Elia Morel a une correspondance génétique de 99,7% avec vous. C'est votre fille biologique. Alexandre n'arrivait pas à respirer. Il n'arrivait pas à penser. Le monde tournait trop vite. Clémence n'était pas ma fille. Elia l'est. Oui, et Lucas ne le sait pas. Personne ne le sait, sauf vous et moi, maintenant. Alexandre regarda les documents éparpillés sur la table. Les photos, le certificat de naissance, avec le nom raturé, 5 ans de mensonges, 5 ans de culpabilité erronée, 5 ans à vivre le deuil de la mauvaise enfant, pendant que sa vraie fille grandissait à quelques mètres de lui, dans le cimetière où il pleurait. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Parce qu'Elia est malade. Elle aura besoin d'une greffe de moelle osseuse à l'avenir s'il y a des complications. Et vous êtes le père biologique. C'est une information médicale pertinente. La docteure Isabelle Girard ferma les dossiers. Mais aussi parce que c'est la bonne chose à faire. Vous avez le droit de savoir la vérité. Et Lucas, il a élevé Elia comme sa fille pendant 5 ans. Légalement, il est le père. Son nom est sur le certificat. Il a enregistré Elia comme la sienne. Cette erreur hospitalière ne change rien aux yeux de la loi. À moins que vous ne vouliez contester. Alexandre se leva. Ses jambes le soutenaient à peine. Je dois partir d'ici. Monsieur le roi. Mais Alexandre marchait déjà, dans les couloirs, dans les escaliers, hors de l'hôpital. L'air froid de la nuit le frappa au visage comme une gifle. Il avait une fille vivante, une fille qu'il avait passé des semaines à aider, à connaître, à aimer sans savoir qu'elle était la sienne. Et Lucas qui l'avait traité de lâche, Lucas qui avait dit que la famille n'était pas une question de sang. Mais maintenant c'était une question de sang. Elia avait l'ADN d'Alexandre, elle était sa fille biologiquement. Sophie l'avait abandonnée. Marie était morte. Lucas avait élevé un enfant qui n'était pas le sien en croyant qu'il l'était. Et Alexandre avait un choix impossible devant lui. Dire la vérité et détruire la seule famille qu'Elia connaissait, ou garder le silence et vivre avec le plus grand secret de sa vie. Il prit son téléphone, compensa le numéro de Lucas. Quand il décrocha, Alexandre ne put que dire « Nous devons parler maintenant », parce que certaines vérités ne pouvaient pas attendre, même si elles détruisaient tout sur leur passage. Alexandre retrouva Lucas dans le couloir de la clinique Les Oliviers, 3 étages au-dessus de l'endroit où Elia se remettait de l'opération. Lucas était appuyé contre le mur, les yeux rouges de fatigue et de soulagement. Quand il vit Alexandre approcher, son visage se durcit. « Que veux-tu » ? « Parler. »« 5 minutes, s'il te plaît. » Lucas croisa les bras. « Tu as perdu le droit de me demander quoi que ce soit quand tu n'es pas venu ce matin. Je sais. Et tu avais raison à mon sujet. Je suis un lâche. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose qui change tout. Il n'y a rien qui... Elia est ma fille. » Le silence fut si profond qu'Alexandre pouvait entendre son propre cœur battre. Lucas fit un pas en avant, le visage tordu de confusion. « De quoi parles-tu » Alexandre sortit le dossier qu'il portait sous le bras. Les documents de l'hôpital, les certificats, les tests ADN. Il y a 5 ans, 2 femmes ont accouché à l'hôpital Saint-Louis la même nuit. Mon ex-femme, Sophie, et ton épouse, Marie. Il y a eu une erreur, un échange. Le bébé que Marie a ramené à la maison n'était pas le sien biologiquement. C'était celui de Sophie. C'était le mien. Lucas arracha les papiers des mains d'Alexandre. Il lut, relut. Ses mains commencèrent à trembler. Ce n'est pas possible. Si, j'ai fait confirmer par 3 laboratoires différents. Elia a mon ADN. Elle est ma fille biologique. Lucas s'appuya contre le mur, les jambes flageolantes. Tu es en train de dire qu'Elia n'est pas la fille de Marie?
Génétiquement, non. Mais moi, je me suis occupé d'elle depuis sa naissance. Je me suis levé la nuit. J'ai changé ses couches. Je l'ai tenue quand elle pleurait. J'ai travaillé 16 heures par jour pour la nourrir. C'est ma fille. Je sais. Non, tu ne sais pas. Lucas jeta les papiers au sol. Tu ne sais pas ce que c'est d'élever un enfant seul, ce que c'est de la voir faire ses premiers pas et de n'avoir personne avec qui partager ça. Ce que c'est de travailler jusqu'à ce que tes os te fassent mal, parce que si tu t'arrêtes, elle ne mange pas. Tu ne sais rien être père. Tu as absolument raison. La réponse désarma Lucas. Il s'attendait à une bagarre, il s'attendait à ce qu'Alexandre réclame des droits, mais il ne s'attendait pas à un acquiescement. Alexandre inspira profondément. Tu es le père d'Elia, de toutes les manières qui comptent. Je ne suis qu'un accident biologique, une erreur d'hôpital. Tu es celui qu'elle appelle papa, tu es celui qu'elle cherche quand elle a peur, tu es celui qui lui a appris à aimer, à sourire, à vivre malgré tout. Je ne suis pas venu ici pour t'enlever Elia. Alors pourquoi es-tu venu? Parce que tu mérites de savoir la vérité, et parce qu'Elia la méritera aussi, un jour, quand elle sera plus âgée, quand elle pourra comprendre. Lucas glissa le long du mur jusqu'à s'asseoir par terre. Je ne comprends pas. Pourquoi Sophie a-t-elle abandonné son propre enfant? Parce qu'elle est égoïste. Elle l'a toujours été. Le bébé était le fruit d'une liaison extra-conjugale. Elle a caché sa grossesse. Et quand Elia est née, elle a vu l'occasion de se débarrasser d'un problème. Elle a laissé l'erreur de l'hôpital se produire. Peut-être l'a-t-elle même facilitée. Et toi? Je ne savais même pas qu'elle était enceinte. J'étais concentré sur Clémence, concentré sur les affaires, concentré sur tout sauf sur ma propre famille. Alexandre s'assit à côté de Lucas. J'ai passé 5 ans à pleurer la fille que j'ai perdue. Et elle était vivante tout le temps, grandissant à quelques mètres de moi. Et quand je l'ai finalement trouvée, j'étais trop tard. Tu l'aimais déjà, et elle t'aimait déjà. Qu'est-ce que tu attends de moi? Rien. Je veux faire partie de la vie d'Elia, pas comme père. Tu es son père, mais comme ce que Clémence m'a donné. Une seconde chance de faire les choses différemment, d'être présent, d'aimer sans essayer de remplacer quoi que ce soit. Lucas le regarda. Vas-tu en parler à Elia? C'est ta décision. C'est ta fille. Tu décides quand et si elle doit le savoir. Et si je dis jamais, alors ce sera jamais. Lucas ferma les yeux. Des larmes coulèrent. J'ai toujours su qu'elle ne me ressemblait pas. Tout le monde disait qu'elle était comme Marie. Mais Marie avait les yeux clairs, la peau plus claire. Elia est différente. Et je n'ai jamais remis cela en question parce que ça n'avait pas d'importance. Elle était la mienne quand même. Et elle l'est toujours. La porte du couloir s'ouvrit. Une infirmière apparut. « Monsieur Morel, Elia est réveillée, elle demande après vous. » Lucas se leva rapidement. Alexandre aussi. Ils se regardèrent longuement. « Viens avec moi, » dit Lucas. « Tu es sûr ? Tu as payé l'opération, tu es resté loin quand tu aurais dû être proche, mais tu es là maintenant, et Elia a demandé après toi. » Lucas commença à marcher. « De plus, si tu es son père biologique, tu as le droit de voir qu'elle va bien. N'attends juste pas qu'elle t'appelle papa, parce que ce titre a déjà un propriétaire. » Alexandre suivit Lucas jusqu'à la chambre. Elia était allongée dans le lit, pâle mais éveillée. Quand elle vit Lucas, son visage s'illumina. « Papa, je suis là, mon amour. » Lucas courut et lui tint la main. Puis Elia vit Alexandre debout à la porte. Ses yeux s'écarquillèrent. « Tonton Alex ?» Alexandre entra lentement. « Salut, Elia. Tu es venu? Désolé d'avoir mis du temps. » « C'est pas grave. Papa a dit que tu avais des choses importantes à faire, mais tu es venu maintenant. Tu as vu? Le docteur a réparé mon cœur. » Alexandre s'agenouilla près du lit. Il regarda ce visage si familier. Les yeux sombres, le petit nez. Chaque trait qu'il pensait avoir perdu avec Clémence, mais qui était là, vivant, respirant. « Ton cœur est parfait maintenant. Je sais. Papa a dit que tu m'as aidé. Tu es comme un super-héros ?» Alexandre rit, et c'était la première fois depuis des semaines que le son ne semblait pas brisé. « Non, ton père est le super-héros. Je voulais juste m'assurer que tu irais bien. »
Elia prit la main d'Alexandre d'une main et celle de Lucas de l'autre. Maintenant, j'ai deux super-héros. Lucas et Alexandre se regardèrent au-dessus du lit. Il y avait de la douleur là. Il y avait des vérités difficiles qui devraient être dites un jour. Mais il y avait aussi quelque chose de plus fort. Il y avait une enfant vivante, une enfant aimée, une enfant qui n'avait pas besoin de choisir entre deux hommes, car il y avait de la place dans son cœur pour les deux. Plus tard, quand Elia se rendormit, Alexandre et Lucas se dirigèrent vers le parking. Le soleil commençait à se coucher. « Il y a encore une chose que je dois faire, » dit Alexandre. « Quoi ? Affronter Sophie. Elle savait pour l'échange. Elle savait qu'Elia était notre fille et n'a jamais rien dit. Et que vas-tu faire ? Je ne sais pas, mais elle ne peut pas s'en tirer comme ça. Elle a abandonné un enfant. Elle t'a laissé croire à un mensonge. Elle m'a laissé souffrir en pensant que j'avais tout perdu. » Lucas resta silencieux un instant. Puis il dit « Fais ce que tu as à faire, mais pas pour moi ou pour Elia. Fais-le pour toi, parce que tu as besoin de boucler la boucle. » Alexandre acquiesça. Cette nuit-là, il se rendit à l'appartement de Sophie pour la deuxième fois. Quand elle ouvrit la porte et vit son expression, elle sut. « Tu as découvert. Tu le savais depuis le début. » Sophie ne nia pas. Elle entra dans l'appartement, laissant la porte ouverte. Alexandre la suivit. « J'étais en travail, commença-t-elle, seule, effrayée, et quand le bébé est né, j'ai regardé cette petite chose et j'ai réalisé, je ne voulais pas de ça. Je ne voulais pas être mère à nouveau. Je ne voulais pas d'une autre complication dans ma vie. Alors tu l'as abandonné. J'ai laissé le destin décider. Il y avait une autre femme qui accouchait en même temps. Une femme qui voulait désespérément être mère. Et quand j'ai réalisé qu'il y avait eu une erreur dans les dossiers, je n'ai pas corrigé. J'ai laissé faire. J'ai laissé Lucas emmener ma fille en pensant qu'elle était la sienne, parce qu'il l'aimerait. Et moi, non. » Alexandre sentit la colère monter. « Tu es un monstre. » »« Peut-être, mais je suis un monstre honnête. Aurais-tu préféré que je reste avec Elia, que je l'élève sans amour, que je lui fasse sentir qu'elle était un fardeau ?» Sophie se retourna. « J'ai donné à Elia la meilleure chose que je pouvais. Un père qui l'aime vraiment. Lucas est 1000 fois meilleur père que tu ne l'as jamais été. Tu as raison. Il l'est. Mais ce n'était pas à toi de décider. Tu aurais dû dire la vérité. Et qu'est-ce que ça aurait changé ? Elia aurait-elle été heureuse de savoir que sa mère biologique l'avait rejetée ? Aurais-tu été un meilleur père en le sachant dès le début ? Ou aurais-tu échoué avec elle de la même manière que tu as échoué avec Clémence ? La vérité fit mal. Alexandre n'avait pas de réponse. « J'ai fait un choix terrible, » continua Sophie, « mais ça a marché. Elia a un père qui l'aime, et maintenant, elle t'a aussi, apparemment. Alors, où est le problème ? Le problème est que tu m'as enlevé 5 ans que j'aurais pu avoir avec ma fille. Non, tu te les as enlevés toi-même en choisissant de ne pas être présent, en choisissant le travail au lieu de la famille, en choisissant tout sauf ce qui comptait. J'ai juste facilité le processus. » Alexandre resta silencieux, parce qu'elle avait raison. Il pouvait blâmer Sophie pour le mensonge, mais il avait construit la prison dans laquelle il vivait lui-même. « Je ne vais pas te poursuivre, » dit-il finalement. « Je ne vais pas exposer cela publiquement. Je ne ferai rien qui puisse blesser Elia. Mais je veux que tu saches. Tu as perdu. Elia est vivante. Elle est en bonne santé. Elle est aimée. Et tu n'en fais pas partie. Tu as choisi de partir. Alors reste en dehors, pour toujours. » Sophie ne répondit pas. Alexandre quitta l'appartement et ne revint jamais, parce que certaines batailles ne se gagnent pas en détruisant l'ennemi. Elles se gagnent en choisissant de ne pas le devenir. 6 mois plus tard, le cimetière était différent ce samedi matin. Le soleil brillait fort, réchauffant les dalles de marbre et illuminant les arbres qui entouraient l'endroit. Cela ne ressemblait plus à un lieu de mort, cela ressemblait à un lieu de mémoire. Alexandre marchait lentement, tenant la main d'Elia. Elle venait d'avoir 4 ans et était plus forte que jamais. La cicatrice de l'opération était cachée sous son haut, mais la transformation était visible dans chacun de ses mouvements. Elle sautait, courait, riait, avec une énergie qu'elle n'avait pas auparavant. Lucas venait juste derrière, portant un bouquet de lys blanc et un paquet de crayons de cire.
Lorsqu'ils arrivèrent à la tombe de Clémence, Élia lâcha la main d'Alexandre et courut vers la stèle. Elle toucha le marbre avec tendresse, comme si elle saluait une amie. « Salut, Clémence !» dit-elle d'une voix aiguë et douce. « J'ai apporté de nouveaux dessins pour toi. » Alexandre et Lucas échangèrent un regard. Au cours des derniers mois, ils avaient trouvé un équilibre délicat. Lucas était le père. Il le serait toujours. Mais Alexandre était présent d'une manière qu'il n'avait jamais été auparavant. Dîners hebdomadaires, sorties au parc, histoires avant de dormir quand Lucas devait travailler tard. Ce n'était pas une famille traditionnelle, mais c'était une famille. Élia s'assit sur l'herbe et commença à dessiner dans le cahier. Alexandre et Lucas placèrent les fleurs dans le vase à côté de la stèle. « Tu penses qu'elle sait ?» demanda Lucas à voix basse, regardant la photo de Clémence gravée dans le marbre. « Clémence ? Oui. Tu penses que d'une certaine manière, où qu'elle soit, elle sait que ça a marché ?» Alexandre regarda la photo de la fillette qu'il avait élevée pendant 3 ans. La fillette qui ne portait pas son sang, mais qui avait changé sa vie à jamais. « Je pense que oui. Je pense que d'une certaine manière, tout cela a commencé avec elle, avec cet ours en peluche qu'elle t'a donné cette nuit-là. Si elle ne l'avait pas fait, tu n'aurais jamais créé de lien avec cet endroit, tu n'aurais jamais amené Élia ici, et je ne vous aurais jamais trouvé. Le destin ? Ou simplement une enfant gentille qui savait que la gentillesse crée des vagues ?» Alexandre s'accroupit à côté d'Élia. « Que dessines-tu ? »« Une famille !» répondit Élia sans lever les yeux du papier. « Regarde, ça, c'est papa. Ça, c'est toi, tonton Alex. Et ça, c'est moi au milieu. » Alexandre sentit sa poitrine se serrer. « Et qui est ça ?» Il désigna une silhouette plus petite à côté. « C'est Clémence. Papa a dit qu'elle habite ici. Mais moi, je crois qu'elle habite au ciel et qu'elle prend soin de nous de là-haut. » Lucas s'assit de l'autre côté d'Élia. « Qui t'a dit ça ?»« Personne. Je le sais, c'est tout. » Élia finit de colorier et souleva le dessin. « Voilà. Je le laisse ici pour elle. » Elle posa le papier sur la stèle, le maintenant avec une petite pierre pour que le vent ne l'emporte pas. Puis elle revint près d'Alexandre et Lucas. « Tonton Alex ? Oui ? Pourquoi tu pleures quand tu viens ici ?» Alexandre essuya rapidement ses yeux, mais cela ne servit à rien. Élia avait déjà vu. « Parce que Clémence me manque. »« Mais elle va bien maintenant, elle n'est plus malade, tu n'as pas besoin de pleurer. » La simplicité des enfants était parfois plus sage que toute philosophie adulte. « Tu as raison, » dit Alexandre, la voix nouée. « Je n'ai plus besoin de pleurer. » Lucas lui posa la main sur l'épaule. « As-tu fait la paix avec tout ça ?»« J'essaie, tous les jours. » Alexandre regarda Élia, qui poursuivait maintenant un papillon entre les tombes. « J'ai passé 5 ans à croire que j'avais perdu ma chance d'être père, de faire les choses différemment, d'être présent. Et puis, j'ai découvert que la chance était là tout le temps. Elle attendait juste que j'aie le courage de la saisir. Et maintenant, je me présente, tous les jours, de toutes les manières possibles. Non pas comme le père d'Élia, car tu remplis ce rôle parfaitement, mais comme quelqu'un qui l'aime. Quelqu'un qui ne choisira plus le travail, l'argent ou toute autre chose à sa place. » Lucas sourit. « Elle t'aime aussi, tu sais. Hier, elle m'a demandé si tu pouvais venir à sa fête d'anniversaire. Elle a dit que ce ne serait pas une vraie fête sans tonton Alex. » Alexandre rit et le son était léger, libre. Je ne la manquerai pour rien au monde. Ils restèrent là pendant encore 1 heure. Élia courut, joua, chanta. Lucas raconta des histoires sur Marie, gardant sa mémoire vivante pour sa fille. Alexandre se contenta d'observer, reconnaissant pour chaque seconde. Quand le soleil commença à se coucher, ils marchèrent ensemble vers le parking. Élia était au milieu, tenant les mains des 2 hommes, se balançant entre eux comme sur un pont humain. « Encore ! Encore !» cria-t-elle, riant alors qu'il la soulevait en l'air. Et tandis qu'Alexandre regardait cette scène, une enfant heureuse, entre 2 hommes, qui l'aimaient de manière différente mais tout aussi profonde, il comprit enfin. La famille n'était pas une question de sang. Ce n'était pas une question de génétique ou de certificat de naissance. La famille était une question de choix, une question de présence, une question d'aimer même quand c'était difficile, surtout quand c'était difficile.
Clémence n'était pas sa fille par le sang, mais elle fut sa fille par l'amour. Elia était sa fille par le sang, mais elle ne serait vraiment la sienne que s'il choisissait d'être présent. Et il choisissait, chaque jour, pour toujours. Lorsqu'ils arrivèrent aux voitures, Elia serra fort Alexandre dans ses bras. « Je t'aime, tonton Alex. Je t'aime aussi, Elia, plus que tu ne peux l'imaginer. » Elle monta dans la voiture avec Lucas. Alexandre regarda jusqu'à ce qu'ils partent, lui faisant signe de la main à travers la fenêtre. Puis il regarda de nouveau le cimetière, l'endroit où tout avait commencé et fini et recommencé. Et pour la première fois depuis des années, Alexandre le roi ressentit quelque chose qu'il avait oublié comment ressentir, la paix. Parce qu'il avait appris la leçon la plus difficile que la vie puisse enseigner. Peu importe le nombre de fois où l'on échoue, il est toujours temps de choisir de faire les choses différemment. Il est toujours temps d'aimer, il est toujours temps d'être présent. Et parfois, les personnes que l'on perd nous apprennent à trouver les personnes que l'on peut encore sauver.